Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel épisode autour de l'architecture et même plus précisément un des problèmes que j'ai pu rencontrer quand j'étais plus junior et que je retrouve chez beaucoup de personnes en réalité, c'est l'architecture et le développeur. Faut se poser la question, hein, pourquoi le développeur pense que l'architecture, ça se résume juste à un ou deux design patterns. Je suis passé par là et je sais qu'il y en a plein qui, dès qu'ils lisent un bouquin, je pense que celui qu'on a tous lu, c'est, putain, comment il s'appelle, Head First ou Design Pattern. Je ne connais plus l'auteur. Je sais plus si tu l'as, vu le nom de l'auteur, mais c'est Non, un moi truc. j'avais lu les design patterns de O'Reilly à l'époque là, donc ça date d'il y a plus de Ok. 20 ans. Ouais. Ouais. Et du coup, oui, le fameux dev qui, c'est beau, a lu le livre et essaye de caser partout, même quand c'est pas vraiment nécessaire, son petit design pattern, et il se croit super dev architecte. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, avec Julien, notre super architecte et plein d'autres choses. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous et bonjour Jonathan. Merci de me réinviter. On s'était fait un podcast la semaine dernière pour discuter un peu C++ et de l'avenir de ce langage-là de façon générale. Donc, je vais me représenter rapidement. Donc Julien, moi je suis CTO, architecte et puis full stack dev en freelance. Donc ouais, l'architecture c'est un sujet, je pourrais dire quotidien parce que j'aime bien se lâcher un peu sur les différentes thématiques, mais c'est vraiment ce qui me back mon activité de CTO, pour une dimension un peu technique. Et puis, pareil, c'est ce qui fait que j'ai un regard sur le développement, que ce soit mon code comme celui des autres, qui est, on va dire, un peu exigeant et peut-être un peu différent par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, trop bien. Bah écoute, on va parler un petit peu d'architecture. J'ai envie de déjà mettre les bases, et je pense que tu es clairement la personne qui sera le mieux vulgarisée, bien plus que moi. Euh, c'est quoi architecture logicielle? Déjà, quels sont, j'ai même envie de dire, les différents niveaux d'architecture? Parce que ça veut aussi tout rien dire, parce que quand on est que Mm. développeur, on va pas faire la même architecture qu'un DevOps, ce qu'on pourrait anciennement appeler un chef de projet, ou en tout cas même un lead tech qui va toucher à plusieurs d'autres choses, et même à des personnes qui sont full stack. Donc, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter les différents niveaux d'architecture et qu'est-ce que c'est pour toi, un petit peu tout ça? Bah, en fait, quand on fait de l'architecture thinking, ça c'est un modèle qui est établi depuis quasiment une trentaine d'années, qu'on trouve notamment dans des initiatives comme des Open Group Architecture Framework. Il y a, comme tu l'as pressenti, différents types d'architectes, parce qu'il y a différents types d'architecture. À la fin des fins, il y en a qu'une seule. Enfin, je vais prendre un exemple concret. Quand je construis un bâtiment, il y a un architecte qui a fait les plans du bâtiment. En Ouais, revanche, il y a différents niveaux de spécialisation. Des gens qui sont spécialisés dans la climatisation, d'autres dans le revêtement du sol, d'autres dans le revêtement extérieur tout court. Bref, on voit bien qu'il y a différents types, pour faire un parallèle assez logique avec quelque chose que tout le monde puisse comprendre, le bâtiment. Parce que ouais, l'architecte, on pense assez logiquement à l'architecte bâtiment. ouais, Il y a les architectes du génie civil qui construisent des ponts, ça aussi c'est d'autres problématiques. Donc, et puis à la fin des fins, voilà, ces gens-là, les architectes conçoivent des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le point commun dans tout ce qui est architecture avec un majuscule, c'est la capacité en fait à comprendre le besoin d'un client en l'espèce et de la matérialiser en solution. Voilà, ouais, en solution avec un S ou pas, hein. C'est-à-dire qu'on arrive généralement quand on est architecte, c'est valable, voilà, encore une fois dans l'immobilier. Si tu veux faire ta cuisine, l'architecte d'intérieur, je sais pas vraiment comment on appelle ça, ou architecte cuisiniste, il va pas te faire une cuisine, il va te proposer différentes alternatives, mm, intégrant la couleur, la robustesse, comment dire, l'ergonomie et tutti quanti. Donc l'architecte, il a naturellement cette capacité à pondre des architectures en prenant le besoin, des fois en allant le gratter. C'est ah, ça qui est le propre des très bons architectes, c'est qu'il faut effectivement aller gratter. Hein, faut lever un petit peu de temps en temps. Et, pour pouvoir identifier ce qu'on appelle en anglais le requirement, donc tous les prérequis. Il faut échanger, il faut discuter et tout y continue. Ça, c'est aussi des méthodes mm, qui sont un peu transverses aux différents types d'architectes.
Et une fois qu'on a tout ça, bah voilà, après, il y a toute une méthodologie de brainstorming, de réflexion, ce qu'on appelle l'architectural thinking, qui permet d'arriver depuis le point A, l'identification ou l'expression de besoin, jusqu'à la solution et, dans le cas par exemple de l'informatique, la mise en production et la maintenance aussi de cette solution, quoi. Ouais, Donc, dans l'informatique, il y en a un bon paquet. Il y en a beaucoup. Il y a celui dont on va peut-être discuter aujourd'hui, qui est celui qui parle le plus aux développeurs, qui est le software architecture. Celui-là, il fait appel à plusieurs dimensions, la notion de langage, la notion d'environnement de développement, le TDD, moi que je mets très honnêtement bien volontiers aussi là-dedans. C'est des ouais, concepts qui peuvent je te comprends. s'agréger, mais il n'y a pas que ça. Comme tu l'as dit, il y a maintenant avec l'émergence du DevOps, l'émergence du DevOps, c'est juste des outils qui Ouais, ont permis qu'il y ait une fusion un peu ou un pont naturel entre le soft et puis vulgairement le hard, c'est-à-dire l'infra, mm, la prod, le run et tout ça. Mais ces concepts-là existent et sont normalisés depuis, comme je disais, depuis une trentaine d'années, dans des trucs comme le TOGAF, où tu retrouves justement ces différents échelons d'architecture avec tout en bas les gens qui font de l'architecture réseau, de l'architecture système, de l'architecture d'infra, de l'architecture de data center, là, ce qu'on appelle les facilities. Ah oui, parce que quand tu construis un data center, c'est pareil, hein, ça fait appel à des architectures de bâtiments et des architectures un peu informatiques au sens large, tu vois. ouais. Donc ça, t'as vraiment, là, t'as des tas de, voilà, t'as des gens dans ce cœur de métier depuis, on va dire, 40 ans. Et puis t'as le software, t'as les business architectes aussi, des gens qui sont, qui ont une faculté à aller créer des solutions, mais business, c'est-à-dire par exemple des process, ce genre de choses-là. C'est pareil, hein, le process et le process management, aussi une dimension d'architecture. J'ai envie de dire, pour résumer un peu tout ça, on top de tout ça, il y a quelqu'un qu'on appelle vulgairement l'enterprise architect, qui est censé être garant. Alors ça, c'est ce qu'on disait quand je travaillais à l'époque chez IBM. L'enterprise architect, il a un niveau d'abstraction par rapport à tous les autres. Il est garant de la méthode. Voilà, c'est-à-dire qu'il est capable de donner quelque part un peu de l'idée les différents architectes. Et lui, il va commencer effectivement à apporter des engagements à travers de la gestion de projet. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu aussi une zone un peu floue entre les PM, là, les chefs de projet classiques, et puis les architectes. Ça C'est en une fait partie. Moi j'ai été. en tête Vas-y, vas-y. et que je vais te poser plus tard, effectivement. Bah, en fin de compte, entreprise architecte, et quelle limite avec un lead tech ou même un CTO? Est-ce qu'on fait une vraie différence? Est-ce que la différence, on peut la faire uniquement vraiment sur des très grosses boîtes quand il y a beaucoup d'employés? Et si c'est le cas, quels vont Mhm. être les différents rôles? Mais c'est des rôles différents. C'est des rôles différents. Prenons l'exemple là, du CTO et de l'architecte. Et c'est quoi l'autre profil que tu m'as dit? Un lead tech? Un lead tech, non. Un lead tech, il y a plusieurs dimensions. Ça peut être un lead tech aussi au sens infra. Il peut être aussi lead tech au niveau soft. Généralement, on fait un peu l'amalgame, on mélange un peu tout ça. En disant c'est quelqu'un qui a un lead technique. Mm. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre un CTO et un lead tech? Bah, la réponse est clairement oui. Est-ce que, on Oh, va enfoncer notre porte ouverte, c'est peut-être pas l'objet de cet échange-là, mais est-ce qu'un CTO doit être un bon lead tech? Moi, j'ai envie de dire oui, mais je connais énormément de gens qui me diront non. Parce que le CTO est avant tout un CXO. Il a une notion comment dire, de business, de management. Il est censé être le garant de l'intégrité à la fois du développement et du run pour les solutions qui sont développées, qui sont managées. Il reporte au board, donc il a une sensibilité que par définition, l'ITech n'a pas, quoi. Et l'architecte, c'est pareil. L'architecte peut être CTO, un CTO peut avoir été architecte. J'ai envie de dire, c'est des rôles à un moment donné qui sont transverses. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité à communiquer et la capacité à l'idée, quoi. On appelle ça un manager aussi, hein. Ça c'est très très important. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve pas tout à fait sur les mêmes strates d'un point de vue organisation et hiérarchie. Et j'ai envie de dire aussi l'architecte, faut plus le voir comme étant quelque chose qui est temporaire. Moi, je connais personnellement pas d'architecte qui aime les missions longues de 10 ans. Généralement, on est limité sur du 3 ans, grand max. Même un enterprise architect qui, de toute façon, depuis la signature ou la phase d'avant-vente d'un contrat jusqu'à sa concrétisation, il ira quand même veiller, parce qu'on parlait tout à l'heure en gestion de projet, il veillera à ce qu'il y ait une certaine continuité dans les opérations, que tout se passe bien. Voilà, il est garant, comme je disais tout à l'heure, c'est le pape des architectes.
il est garant de tout le process, de toute la méthode, puis de l'intégrité naturellement de ce qui a été architecturé et vendu. Mm. Donc c'est pour ça que généralement en architecte enterprise, on a rarement des profils autres que des profils très seniors, parce que ça fait appel là pour le coup à beaucoup de dimensions. Je pense que un jeune développeur, on va dire un développeur un peu expérience qui a 3, 4, 5 ans d'expérience peut de fait devenir un software architecte, mais c'est pas il n'y a pas une transition aussi évidente que ça, quoi. Là, on Mm. va aborder effectivement la thématique des design patterns, parce que c'est l'objet de cet échange, mais c'est pas suffisant. Il y a des tas et des tas d'autres problématiques à gérer. On en avait déjà discuté, la notion d'état, stateless, stateful, les architectures, je sais pas, les REST API, du front, du back-end, des trucs qui sortent petit à petit, on va dire le profil de la dimension pure de pisser du code, quoi. Mais Voilà. c'est exactement le but de ce podcast-là, c'est pour mettre en avant toutes ces choses qui ne sont pas que du design pattern. Globalement, moi, j'ai pas envie de parler aujourd'hui de design pattern, je m'en fiche un petit peu, peut-être qu'on peut en évoquer quelques-uns, peut-être quelques-uns qu'on pense pas forcément qui sont utiles, mais c'est vraiment pas forcément le but, c'est plus de parler du reste que ce que tu viens d'évoquer, parce que Ah, c'est partie vas-y, vas-y. d'un bon dev, et je pense que c'est très vite oublié, et euh, j'ai rencontré déjà des personnes qui se donnaient le titre d'architecte sans avoir eu affaire à ce genre de choses. Parce que globalement, je trouve que la majorité des développeurs en France ne sont pas capables de commencer un projet de zéro, de tout Hmm. construire, et ne savent coder que sur une base existante. Donc peut-être que j'ai tort là-dessus, mais en tout cas, c'est Je vraiment un ressenti personnel. Donc Je pense pas que t'aies tort. Il y a une véritable, j'ai envie de dire, mauvaise tendance. mm, Alors, les gens qui font du business et qui sont dans le market me diront le contraire. C'est plutôt bien, mais je pense que depuis une dizaine d'années, on a malheureusement transformé de façon très négative les software engineers, ceux qui étaient mm, ingénieurs. Voilà. Il y avait des cursus, notamment de génie logiciel, qui permettaient déjà d'apprendre ce qu'était le design pattern, de les mettre en application avec des choses concrètes, que ce soit dans le cadre d'études ou après professionnellement, mais il y avait un mindset quoi, qui aujourd'hui a progressivement disparu. Et la plupart des software engineers sont pour moi juste des développeurs, des gens qui pissent du code. ouais, Donc c'est assez logique effectivement que tu fasses le point, enfin le pont avec le design pattern. C'est que à un moment donné, on est forcément, si on est un peu voilà soucieux de voir sa carrière évoluer, ou même sur une appétence avec voilà avec autre chose que du code et parler du C++, des gens qui font ça depuis 30 ans, qui savent pas ce que c'est que des patterns, ils s'en foutent, ils font du C++. Parce que c'est un code, c'est un langage qui est difficile à appréhender, ils codent mieux que les autres. Est-ce que c'est parce qu'ils utilisent des patterns, j'en sais rien. Mais on va dire qu'ils sont rentrés dans une routine qui fait qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de s'intéresser à autre chose que le code en lui-même. Mais il y a beaucoup de gens justement qui sont intéressés par le fait de voir un peu autre chose. Et le premier step, ouais, je pense que le design pattern, c'est pas bête parce que bah, en français, ça veut dire patron de conception. mm, Le côté patron signifie en fait qu'on est sur un schéma qui est un peu générique, ouais, encore une fois, pour reprendre l'architectural thinking, on est sur un schéma de pensée qui, par définition, est normalisé, reproductible et qui a déjà été éprouvé, quoi. ouais, Donc, en tant que jeune développeur, ça me paraît logique de s'intéresser un peu à ce qu'est un design pattern, mm, d'en identifier quelques-uns, parce que aujourd'hui, sur tous les trucs qu'on utilise, on est d'accord qu'on trouve des builders, des factories, ce genre de choses-là. Il y en a qui sont plus sioux. Moi, j'avais eu un échange il y a pas longtemps pour expliquer ce que c'était avec des visiteurs. mm. Les visiteurs, c'est quand même un des patterns que la plupart des gens ont vraiment du mal à comprendre. Ça fait appel à des mécanismes comme le polymorphisme et compagnie qui sont peut-être pas super triviaux. Bah, Et ça dépend des langages aussi, il faut avoir touché aux langages qui te permettent de toucher à c'est ces ça, c'est ça. Mais là, c'est pareil. Il y a langage et langage. Si tu fais du JavaScript et que principe du script, hein, ou même si tiens, que tu considères que tu es développeur, si tu fais du shell, bon, bah, dans le shell, il y a de fortes chances que tu te fasses pas chier à avoir des design patterns. Mais parce que t'es pas sur quelque chose de compliqué, t'es pas sur la création d'une véritable application, t'as Ah, pas besoin, tu manipules pas d'objets, tu manipules pas d'état, il y a pas de service, donc ouais, tu peux rester dans ce truc-là. Il y a beaucoup de gens qui font du PHP qui savent pas ce que c'est que des design patterns ouais. Tu sais, parce j'ai qu'ils délivrent. vu des gens faire des quantités de script shell monstrueux alors qu'ils auraient pu faire ça peut-être en 100 lignes en Python, même pas. C'est n'importe quoi.
mais c'est un autre langage, ils ont peur et quand tu maîtrises quelque chose, tu veux pas aller sur un autre truc. J'ai vu des choses franchement sur du scripting, je sais pas si tu as vu dans tes expériences, mais j'ai vu des trucs horribles des fois. Vraiment. Bah là, surtout avec l'émergence des solutions DevOps comme Kubernetes, avec des fichiers de Mm, config en YAML, tu as besoin d'avoir un peu de dynamisme, donc tu retrouves mm. des trucs un peu qui sont crado avec Terraform, mais bon, Terraform est venu pallier à ça. Il y a des trucs où t'as pas le choix, tu es obligé tu veux déployer une solution Kubernetes dans le cloud d'Amazon, moi je te sors deux mecs en qui j'ai totalement confiance, qui vont te balancer des scripts shell, 200 ou 500 lignes, et tu comprends rien. Parce que il y a l'état de l'art plus la petite spécificité qui fait que tu auras du mal à comprendre. Le design pattern, il est là pour permettre aux développeurs de dire, bah tiens, je suis sur un truc qui est un peu commun. Parce que il y a beaucoup trop de gens, malheureusement, qui codent pour le plaisir de coder, et qui pensent pas à après. Je pense que la principale raison de la frustration de beaucoup de développeurs quand ils arrivent sur un projet, c'est de découvrir qu'il y a un code de merde. C'est Déjà, toujours facile de dire c'est un code de merde. C'est un code de merde parce qu'à l'instant où toi tu arrives dessus, tu dis c'est de la merde parce que c'est pas toi qui l'as fait. C'est tellement plus facile. Il faut reprendre l'historique, il faut reprendre tout ça. Mais je suis bien d'accord. c'est beaucoup plus rassurant d'arriver et de regarder un code. On avait parlé il y a pas longtemps d'un truc comme Angular. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité à m'onboarder sur des projets Angular que des projets React. Parce que React a 50 façons de faire les choses. Angular, il n'y en a pas 50 000, quoi. Il y a un pattern derrière. D'ailleurs, on parle quand même d'architecture Angular. Et donc là, pour reprendre le truc avec un pattern, indépendamment du langage que tu utilises, c'est la même chose. Si j'arrive à avoir des classes ou des objets qui s'appellent factory, builder, machin, je comprends tout de suite quel est l'usage derrière. Tu comprends? On est sur un espace commun. Et c'est ça l'architecture. L'architecture au sens large, avec un grand A, c'est quand même la capacité de normaliser les choses, de les documenter Ouais, et de faire en sorte que tout le processus de réflexion intellectuelle, depuis l'identification du besoin et l'expression du besoin jusqu'à mettre en prod un truc, ce ouais, soit intelligible pour n'importe quel autre mec, hein, ouais. Je suis. architecte ou pas. Mm, mm. J'ai envie de rebondir sur deux choses par rapport à ce que tu as dit. Déjà par rapport à Design Pattern, et tu sais tout à l'heure que, en fin de compte, les développeurs savaient pas forcément ce que c'était. Et petite anecdote, c'est vrai que moi, pendant mes 5 ans de- d'apprentissage, quand j'étais encore à l'école, bah, on m'a pas appris ce que c'était un Design Pattern. On s'en foutait, Mhm. on voulait juste que je crée des projets, que globalement, je pisse du code. Et ça devait être à moi de comprendre ce que c'était, d'aller lire des bouquins et de m'éduquer sur ce genre de sujet-là. Et je trouve pas ça normal. Et c'est vrai que ça m'énerve un peu ces formations vraiment bidons qui t'apprennent juste à coder, franchement. Parce que, Tu compléteras ta formation de Padawan avec le temps. Fut un temps, on formait des vrais maîtres Jedi et il fallait le mériter. Hein, t'en chiais, tu faisais un paquet de. Si j'ai des copains à moi qui m'écoutent, qui ont fait les mêmes études que moi, ils doivent se souvenir du nombre de nuits blanches qu'on a fait. Quand on était en maîtrise, il y avait la moitié des mecs qui étaient sous le cacheton. Donc voilà, c'est un autre état d'esprit. Et à l'époque, on formait des génies, quoi. On formait des génies logiciels, on formait des gens qui avaient cette capacité à concevoir des applications depuis rien du tout ouais, jusqu'à des gros trucs. Il y avait une voilà, la R&D faisait partie du modèle, la conception faisait partie du modèle. Là aujourd'hui, on est plus dans une topologie avec les méthodologies agiles sur l'exécution, le fait de pisser du code. ouais. Ça génère, on l'a dit 50 000 fois, de la dette technique. Et tant que t'as pas à la payer, il n'y a pas de dette, c'est pas un problème, on la voit pas. Et tiens, Donc, dire, par rapport à la méthodologie, un point que j'avais noté tout à l'heure, tu avais dit que l'architecte, un de ses objectifs, c'était de comprendre le besoin du client et de le traduire dans une solution. Et du coup, vu que tu parles d'agile, moi j'ai envie de te dire, est-ce que des fois le rôle du PO et d'architecte n'est pas une forme de confrontation? Parce que j'ai déjà vécu, tu l'as peut-être déjà vécu. Ça, on est d'accord que le but du product owner, c'est effectivement de comprendre le besoin et le donner et distribuer le besoin aux développeurs, mais des fois, il se permet de faire des choses qu'il ne devrait pas faire, comme par exemple dire comment faire aux développeurs, et donc un petit peu des fois marcher sur les plateformes de l'architecte. Et donc, déjà, comment toi tu fais quand le PO marche sur les plateformes de l'architecte, et comment tu fais quand tout simplement bah, il n'y a pas d'architecte et que le développeur, et quand on travaille dans des entreprises bah, qui n'engagent que des juniors ou des personnes qui sont pas très compétentes,
qui sont à l'autre bout du monde ou ce genre de choses. Comment on fait pour gérer ces cas-là? C'est l'expérience de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Moi, j'ai fait un paquet de startups. Il y en a beaucoup qui sont, je pense, un peu revenus du modèle purement agile. Il y en a d'autres qui ont enfin compris qu'il fallait pas non plus faire que de la méthode en V ou du Meurize, comme on disait à l'ancienne. Mm. Le problème étant que, enfin, moi, j'ai l'intime conviction que le PO doit quand même être capable de parler un peu technique. Oui, Ça va pas nécessairement être un mec technique. C'est pas nécessairement un chef de projet. Mais c'est quelqu'un qui est quand même, si on regarde par exemple l'histoire de Scrum, quand même quelqu'un qui est censé faire le pont entre les stakeholders et compagnie, enfin une expression de besoin des clients finaux, donc un véritable usage, et les développeurs. Donc faut être capable de faire un peu cette jointure. Si t'es pas capable de le faire en tant que PO, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, pas de PO technique. J'ai vu des boîtes dans lesquelles les PO en fait contentaient en fait de faire un peu les passe-plats, mm, juste des indicateurs. Voilà, le projet ça avance bien, on a fait tant de vélocité, machin, voilà. Et derrière il y a quelqu'un d'autre, hein, il y a un autre profil qui prend toute cette dimension, c'est le CTO. Ça en pratique c'est pareil, hein. Ça c'est mort dans l'œuf, hein. Les sociétés, alors c'est des petites boîtes, hein, j'en ai une en tête, donc je peux pas citer le nom parce que pareil j'ai encore un NDA. Cette société, ils avaient trois PO et ils répondaient justement à c'était la filiale d'un très grand groupe. Tout reposait sur le CTO. Le problème, c'est que quand on repose sur le CTO et que le CTO il dégage, qu'est-ce qu'on fait? mm, Il n'y a pas de documentation et rien. On n'est pas dans une optique de création de documentation. Donc, bah, ça, c'est forcément voué à l'échec. Et à l'instant où je parle, bah, oui, c'est plus que voué à l'échec, ouais. Si mm. toute la boîte a été scrappée et le peu de profils qui étaient compétents ont été intégrés au grand groupe, quoi. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Agile est basé sur le fait que c'est l'humain. C'est l'humain, sa connaissance, sa richesse individuelle qui est collective dans la mêlée, là, dans le groupe. Et chacun est censé être un coéquipier. Donc chacun est censé partager ses compétences. C'est bien sur des petits projets web, sur des gros projets industriels. Moi, je maintiens que c'est catastrophique. Pour faire un parallèle tout simple, hein, moi, j'ai eu la chance de faire du business dans ma carrière. Et je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais il y a vraiment deux types de profils hein, dans l'IT. Les gens qui sont purement commerciaux, puis les gens qui sont entre guillemets purement techniques, ce qui est notre cas. On n'a pas le même rapport à l'échec. Mm. Un commercial, il va faire 10 visites. S'il y a un mec qui le rappelle, il est content. Mais il sait que le gars va le rappeler de toute façon. Puis s'il y a 10 visites, ça continuera. Donc il y a un rapport à l'échec qui est pas le même que le technicien, parce que le technicien, c'est viscéral, hein. Quand tu rentres le soir chez toi et que ton issue, elle est pas fermée parce que tu as un bug, tu comprends pas, en normal, tu as mal au ventre, hein. Tu as un Mm. rapport à l'échec qui est complètement différent du leur, hein. Ouais, Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? je suis totalement d'accord, ouais. Donc ça fait que quand tu mélanges un peu toutes ces équipes-là, machin, tout ça, bah t'as, comme dirait Casimir, un gloubi-boulba là, et t'as quelque chose qui, je pense, sous pression est susceptible de péter quoi. Voilà. Il faut remettre, comme on disait, l'église au milieu du village, les différents profils à leur place. Rien ne t'empêche de faire du mix entre de l'agile et du V. Il y en a de plus en plus qui le font. Mais faut pas oublier que l'ingénieur, son taf, voilà, c'est de faire des choses qui fonctionnent, hein. Donc, quand on construit une fusée, c'est pas de l'agile, hein. Moi, je pense pas que la NASA, pourtant la NASA, ils ont hein, du Scrum et compagnie, mais pas mettre 5 Pékins dans une fusée. Oh, regarde, elle a pété en plein vol. Je prends l'exemple de SpaceX, hein, c'est les exemples les plus courants. Ils font pas de l'agile, hein. Tellement, tu vois, la fusée qui commence, une toute petite fusée en carton. Oh, bon, c'est bon, elle a fait 2 mètres, c'est OK. Voilà, Hésiter voilà. pour l'améliorer. Et L'argent que ça va coûter, le temps et on tout. va l'envoyer sur le soleil. Et ça brûlera pas parce qu'on va l'envoyer de nuit. Tu connais la ref? Pour Non, non, mais l'instant, c'est on va exactement ça. l'envoyer dans le jardin de Didier, là. Et puis, ce sera très bien, tu vois. C'est C'est. ça, tu peux pas quand tu as une ambition qui est poussée par le management, le CTO est censé être là-dedans, tu peux pas dire ouais je vais apprendre avec le truc. À la fin des fins, il y a une ardoise, il y a des gens qui payent, hein. Mm. Et on prend le temps de regarder tout ça et ouais, est-ce que c'était efficace? C'est une façon de gérer le chaos, c'est une façon de gérer l'incertitude, ça c'est un fait. Mais ça peut être délicat. Ça fait pas des mauvaises méthodes pour autant, hein, Agile, Scrum, Kanban et compagnie.
Mais c'est vrai que c'est des méthodes dans lesquelles l'architecte perd un peu de sa substance parce que le temps d'identifier le besoin, le temps de monter des plans de test, enfin, le temps de toute façon d'appliquer les méthodes d'architecture thinking, elles y sont pas. Donc reprenons encore une fois l'histoire de notre bâtiment, on est pareil. Si tu demandes à une petite équipe et qu'il n'y a pas d'architecte, même si l'architecte il est en mode agile, on construit une cabane et on va Mm. rajouter des trucs. Donc je maintiens que faire une petite application web, des trucs qui ont effectivement des cycles d'itération très courts, Ouais, ça c'est c'est bon. parfait. Mais pour construire des trucs qui sont censés s'inscrire dans la durée, ce qui est le cas de beaucoup d'applications industrielles, c'est un problème. Mm. Et pour terminer, c'est pas antinomique. On peut encore une fois avoir des architectes transverses. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas faire c'est pas un dogme, hein, l'agile ou le Scrum. C'est pas Bah, parce pour- qu'il y a marqué à la page 34 qu'un coéquipier il doit machin. Sinon, dans ce cas-là, le mec qui est front, il faut absolument qu'il partage son savoir-faire avec le mec qui est dev. Tu dis aux gens qui s'en foutent hein, du travail, de l'expertise des autres. Voilà, donc non, je pense que c'est pas complètement antinomique. Ce qui est antinomique, c'est effectivement le fait de considérer qu'il y a un modèle hyper agile avec des coéquipiers dédiés dans leur truc pendant plusieurs années, tout repose sur l'humain. Ouais, ça c'est problématique, ça c'est problématique. Donc après, pour revenir à ta question avec les profils, bah, à un moment donné, tout ça remonte au CTO. Quand le CTO il n'est pas en capacité d'expliquer pourquoi il a un niveau de satisfaction client qui est merdique, pourquoi il y a un delivery qui est de plus en plus naze. Après, il y a une inertie qui se met en place. Hein. Mm. Et c'est le propre normalement de l'architecte d'être en capacité de dire attendez, step, façon très abstraite de l'enterprise architect, dire attendez, hop, prenons le temps de regarder. Moi, j'ai dans ma carrière des exemples avec des grands comptes. Je prends l'exemple par exemple d'un compte que j'aimais bien parce que le staff qui avait dessus, l'équipe IBM qui avait dessus était vraiment les mecs étaient talentueux. J'en ai deux, hein. Il y a BNP et Total hein, que j'appréciais, les équipes techniques, j'appréciais vraiment beaucoup. Des équipes de façon générale, pas que technique. Euh, il est arrivé effectivement qu'il y ait eu un dérapage, un décalage par rapport à ce qui avait été vendu et donc généralement on fait intervenir des architectes pour dire aux clients hop stop, il y a une divergence. Ouais, la gestion de projet c'est comme ça de toute façon, hein. Ça fait ça, hein, Ouais. d'accord? T'as appris ça pendant tes études, donc ce qu'on essaie de faire avec l'agile, c'est faire en sorte que il y ait une convergence le plus souvent possible pour que justement on puisse éviter cette divergence sur le long terme entre la vision du client, sa perception de ce qui doit être fait, et ce que bah en fait l'équipe est en train de délivrer au niveau opérationnel, quoi. Ouais. Donc c'est le propre de l'architecte de dire, attendez, on se met des jalons, on se met des trucs, on se fixe des trucs et on va être en capacité de corriger le tir. Mais je pense que quand on est parti et qu'on fait de la merde, si on n'a pas de gens qui sont minded architectes, et là pour le coup le tech lead c'est pas son rôle, c'est pas le rôle d'un tech lead de dire je vais jouer ce rôle-là, c'est un savoir-faire spécifique avec une expérience encore une fois, ça s'apprend, mais c'est surtout beaucoup d'expérience. Bah là, une fois que c'est parti, hein, ça va être difficilement, sans faire un stop, on freine très très fort avec le frein à main, on prend le temps de reposer les bonnes bases, Ouais, c'est toujours, c'est souvent délicat, quoi. Donc, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas c'est pas les mêmes profils, ça s'inscrit pas dans les mêmes problématiques. mm. Et pour terminer sur, voilà, effectivement, le job de CTO, euh, moi, c'est assez souvent mon taf. Je suis garant de ça. J'hésite pas à aller voir des investisseurs pour leur expliquer pourquoi il y a un décalage ou au contraire pour les rassurer, leur dire voilà voilà pourquoi tout se passe bien. Parce que je mets un peu ma réputation en jeu, c'est tout. Ouais. Mais c'est pas fait simplement pour le plaisir de dire j'utilise que des technologies innovantes. Hein, c'est pas ça. C'est que je prends le temps de construire quelque chose et de le vendre intelligemment aux autres membres du board. Voilà. Ouais. Pour un petit peu continuer à lancer dans cette discussion autour bah, du coup des différences entre les différents entre guillemets postes, en tout cas différents rôles dans une équipe et dans une entreprise, je vais parler un petit peu d'une expérience personnelle et c'est pour rebondir sur le fait que je trouve que certes déjà quand on est dev, on est un petit peu, je trouve, bah, manque de connaissances sur ce sujet. Je trouve que en tant que dev, on sait pas vraiment ce que c'est un architecte. On pense l'être alors qu'on ne l'est pas. Il y a énormément de différences de rôle dans l'architecture. Mais j'ai envie de dire, OK, en tant que dev, le développeur de manière générale a quelques difficultés, mais moi, je trouve que des entreprises ont aussi énormément de mal à comprendre ce que c'est l'architecture. Et pour illustrer ça, je vais donner vraiment mon exemple personnel.
C'était d'une entreprise qui cherchait un architecte logiciel et qui, en fin de compte, poste, entre guillemets, quand on est vraiment dans le poste et quand on fait du travail, on se rend compte que par rapport à leurs besoins et ce qu'ils nous demandent de faire, c'est pas du tout un rôle d'architecte parce que en tant qu'architecte, tu prends la main, tu prends quelques initiatives, tu vas faire, entre guillemets, ce que tu penses être juste par rapport au poste et ce qui a été discuté. Mais en réalité, tu te rends compte que s'ils avaient besoin, c'est un dev senior, quoi. Et ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses ce qu'ils te disent, point, sans discuter, mais par contre, que tu saches bien le faire. Mm. Ou est-ce qu'en fin de compte, il n'y a pas aussi des entreprises qui ont du mal à comprendre ce que c'est un architecte aujourd'hui? Mais c'est le problème dans beaucoup d'entreprises, hein. Tout ça, c'est du management, hein. Ni plus ni moins. Que ce soit un architecte, un tech lead, tout ce que tu veux, c'est des people à la fin, avec une grille de compétences, une capacité à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et au-delà de ça, une capacité à s'inscrire aussi dans une évolution de leur plan de carrière. Donc tout ça, c'est du management. Ce qui se cache derrière les demandes, effectivement, il y a marqué architecte. Euh, Moi, je peux, si tu veux, à l'occasion de partager mon écran et te montrer la gueule de mon LinkedIn, je vais pas me la raconter, mais j'ai des requêtes constamment, tous les jours, j'ai des requêtes pour Mm. tout et n'importe quoi. Et bien souvent, derrière CTO ou architecte, ce qui se cache, c'est concepteur. J'ai besoin de quelqu'un qui soit capable de concevoir et senior. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, c'est facile de dire, en fait, on cherche un mec qui est craftsman, tout ce que tu veux. On veut juste quelqu'un qui est senior. On veut juste quelqu'un qui a une notion un peu de, on reprend notre terminologie de Star Wars, qui est Jedi Master. Je Mm. veux pas envoyer un Padawan, je veux vraiment envoyer quelqu'un qui est Master, quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Et Ouais. tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés C'est architectes ou même CTO. Ça, c'est le plus catastrophique. Parce que c'est pas la même chose, hein. L'architecte, on va dire qu'aujourd'hui, dans des grands groupes de conseil, je sais pas, Prosteria, Capgemini, Accenture, IBM et tutti quanti, Microsoft, ils en ont encore beaucoup. Euh, Là, c'est des prestations de services. Donc, Mm. l'architecte c'est inconsommable. C'est un peu péjoratif de dire ça, mais je comprends ce que tu comprends, c'est Oui, oui, je vois inconsommable. ce que tu veux dire. Le CTO, c'est la partie intrinsèque du projet et de la boîte. Donc, si on considère que le mec qui s'est développé est le concepteur et s'est donné de façon un peu honorifique le titre de CTO, je peux t'assurer, et ça je l'ai vécu dans 1000% des cas, quand il va falloir scaler, il va péter, c'est le premier qui dégage. Ouais. Donc, c'est ça, ce qui se cache derrière, c'est senior, Ouais. alors qui peut le plus, peut le moins. Hein, moi, je suis en train de monter un protocole sur la blockchain autour du travail et tutti quanti, donc c'est un peu afférent au recrutement. Je vois que cet écosystème est particulièrement malsain et malade, hein, pour être tout à fait honnête, et je pense que je suis pas le seul à partager ça. Carrément. C'est peut-être un peu tendancieux et pas très consensuel de le dire, mais dans les faits, c'est vrai. Et, euh, et donc, on cherche toujours le plus. C'est pour ça que tu as des job desks qui font maîtrise de ça, 10 ans de ça, 15 ans de ça, 30 ans de ça, machin, ta. Ce qu'on veut, c'est trouver le mouton à 5, 6 paires de pattes, même pas 5, 6 pattes, Bon. pour à la fin des fins, effectivement, avoir quelqu'un qui est opérationnel. Non, non, mais t'inquiète, en fait, tu fais ça. Et là, on retombe malheureusement dans le cas de la discussion qu'on avait la dernière fois, où des bons ingénieurs C++ qui avaient la perspective de faire autre chose sont contraints quelque part, certains s'en arrangent quand même, de rester sur ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est juste qu'ils sont seniors, ils ont une expérience. Mais comme dirait un de mes amis, pour pas le citer, Jimmy Dohan, être senior, ça veut dire être vieux aussi. Être vieux, c'est pas une compétence. J'adore cette punchline. Il a complètement raison, mais c'est exactement ça. Et il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des profils seniors parce qu'on a besoin, à un moment donné, on s'aperçoit de, voilà, c'est une ascension, hein. J'ai plus quel Ouais, directeur technique chez IBM disait ça, c'est une ascension, le business, les projets, la vie des projets, et à un moment donné, on a besoin de s'entourer de gens qui sont déjà passés par là, d'espèces de Mike Horn, là, qui sont déjà passés par là et qui ont l'expérience. par Mais moi, j'ai bien envie de réfléchir avec toi par rapport à cette notion de junior, de senior, même en fin de compte aussi d'architecte. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on entend par
junior, je sais plus c'est quoi, c'est confirmé, puis senior. Quand tu regardes, on considère que quelqu'un est senior, c'est plus de 5 ans. Donc, est-ce que, en fin de compte, parce que plus de 5 ans, c'est rien. Moi, aujourd'hui, je suis senior alors que j'ai moins de 30 ans. Littéralement, si je suis cette logique-là, alors que je suis encore entre guillemets jeune, même si bon, hein, je suis des C++, donc je fais automatiquement partie des gens qui sont un peu vieux. Mais en fin de compte, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que junior, confirmé et senior, ça veut pas juste dire, entre guillemets, de manière péjorative, pisseur de code, et architecte, c'est le mec qui ne sait pas faire que du pissage de code, mais qui aussi sait créer une application. Est-ce que ça serait pas une façon dont les entreprises voient ça, alors que même si on a ce biais-là, ça reste un peu faux parce que c'est pas que ça, mais est-ce que ce serait pas en fin de compte la manière dont vous voit le titre du poste? Parce qu'en fin de compte, on se dit après senior, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est pas Le, le, le poste, il est défini comment? On reprend cette notion juste avant de management. Il est défini comment? Il y a un besoin. À un moment donné, ce besoin, il est exprimé par une équipe en interne ou par le constat, si une équipe elle est pas présente, qu'il manque quelqu'un, il manque quelque chose. Avec du conseil ou pas, à un moment donné, ils arrivent à ce constat que ouais, il faut une personne. Donc, il y a quand même un marché, notamment du recrutement, qui est drivé par ça. D'accord? Le besoin, on va le créer ou pas, mais il y a un besoin. Et qui dit marché dit bah, nécessité un peu de classifier, de structurer le marché. Donc assez logiquement est venue cette notion de junior, moins de 3 ans. Tu vois, junior, senior, même experience, ça voulait pas dire grand-chose. Non, je C'était des comprends. termes, c'était des termes un peu marketing. Donc petit à petit, on a fait sauter ces trucs-là parce que tu vois, ça voulait rien dire. T'as des gens qui sont développeurs et qui sont de formidables développeurs seniors et ça fait 20 ans qu'ils travaillent. Ceux-là, on a envie de leur donner la golden card exécutive. Oui. Exécutif développeur, ça ne veut absolument rien dire. Un exécutif, c'est pas ça du tout. Un exécutif a quand même fait pas mal de business. Un exécutif, il est quand même très 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 proche du business, quoi. Hmm. D'accord? Donc, on a changé un peu tout ça en disant, bah, finalement, on va revenir à un truc qui est un peu logique. La métrique n'était pas la bonne. On va revenir au nombre des années. Est-ce que le nombre des années, ça c'est un vieil adage, hein, est-ce que ça qualifie pour autant, ça donne pour autant la qualité à une personne, à un profil? Moi, je sais pas. Je peux te trouver sur le marché des mecs qui font du PHP depuis 10 ans, qui sont bien meilleurs que des mecs qui font du Java depuis 20 ans. Tu vois? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on entend par meilleur? Est-ce que c'est dans leur façon de concevoir? Est-ce que c'est dans leur façon de coder? Est-ce que c'est dans leur capacité à aller concrétiser l'idée d'un client en un vrai projet qui sera maintenable? Tu Ouais. vois? Bah oui, Et tout ça, c'est du management. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a depuis une bonne quinzaine d'années des ressources humaines qui ne servent plus à rien. Euh, c'est péjoratif, c'est aussi de le dire. Parce que gérer des gens, gérer des carrières, c'est aussi un métier. Il y a des gosses qui font ça, hein, qui font 5 ans d'études, qui font des études, voilà, pour apprendre à gérer l'aspect, on va dire, social de l'entreprise. Donc non, c'est un vrai métier. Mais ils se sont petit à petit, si tu veux, déconnectés du field. C'est-à-dire que les vieilles boîtes, t'avais un mentor, t'avais un tonton qui dit attends, je vais t'expliquer, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc t'avais ça, et t'avais toute une strate de ressources humaines où il y avait une promotion. C'était assez logique à un moment donné quand t'étais lead quelque chose de devenir le manager, practice leader devenait manager, tu vois. Ces trucs-là ont complètement disparu. Ouais. Et surtout en plus que ça va tellement vite maintenant avec des startups, c'est que on essaye de reprendre des codes, des trucs dans tous les sens à l'ancienne, mais ça fait que finalement, à la fin des fins, tu as juste des gens qui n'ont pas d'expérience d'entreprise, donc de l'organisation qui va avec. Et à un moment donné, bah, quand il faut scaler, ah là, tu t'aperçois que l'humain est le premier problème avant la techno. Ouais. Tu vois? Donc ça, mais moi, ça fait des années que je le dis. Ça, les gens disent que c'est des problèmes de riches. Non, c'est pas des problèmes de riches parce que les ressources humaines, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile à gérer parce que c'est vraiment le gaz de ton entreprise. Hmm. Le gaz, c'est pas l'argent, hein. Tu payes des mecs pour qu'ils développent des trucs pour qu'il y ait un cercle vertueux pour que ton entreprise elle perdure et puis que tu puisses embaucher et que tu sois encore plus riche en tant que patron et compagnie. Donc tout ça c'est du management. Considérer que quelqu'un est expert senior machin parce que ah non il a 9 ans il n'en a pas 10, tout ça c'est de la merde. C'est juste qu'en face de toi tu as quelqu'un des ressources humaines qui sait pas de quoi tu lui parles. Tu Ouais. vois, tu sais pas de quoi tu Hmm. parles. Et donc le problème c'est que tu te retrouves aujourd'hui avec un vivier de compétences, de talents qui sortent d'école, qui ont 1, 2, 3 années d'expérience, qui, quand tu regardes un peu dans le détail, n'ont pas appris grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mentor, ils n'ont pas de vision de leur carrière, Hmm. ils savent pas ce qu'ils vont faire. Et les entreprises ne fournissent plus ça.
Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, on en connaît quand même un paquet maintenant, tous les deux, on a pas mal échangé sur ces sujets-là. Il y a quand même pas mal d'entreprises où le management n'est pas du management. Ouais. Ils n'ont pas de vision d'entreprise, ils n'ont pas d'expérience. Donc tu peux pas prendre quelqu'un à un moment donné, un individu qui te dit par exemple, ça c'est le cas d'école basique, hein, d'un point de vue social management, je vais être augmenté. Comment tu gères ces situations-là? Ça s'apprend plus, ça. Mm. Ça s'apprend plus. Avant on l'apprenait. Moi j'ai eu la chance d'apprendre et puis après je l'ai fait en pratique, quoi. Je l'ai vécu et puis je l'ai vu. Voilà. Donc tout ça c'est complètement logique. Tu peux pas à un moment donné dire le développeur, le next step c'est l'architecte. C'est vrai pour des tas de profils. Mais c'est faux pour énormément de profils, Ah tu oui, je vois? suis totalement d'accord, hein. C'est faux pour beaucoup de profils, hein. Bien Mais sûr. je te rejoins vraiment sur tout ce que tu as dit, que ce soit sur la partie RH qui sont totalement connectés et qui, globalement, je trouve maintenant, les ressources humaines, hein, ils ont beaucoup de ressources, mais ils ont absolument rien d'humain, mais rien du tout d'humain. C'est extrêmement compliqué à gérer. Et puis les parties managers, déjà, je pense que c'est connu, enfin, j'ai envie de dire, même tous les métiers, que généralement le manager passe pour, entre guillemets, le méchant de l'histoire, mais dans Mm, la tech, de manière générale. Mais le manager, c'est quoi? C'est en gros un dev qui voulait plus vraiment développer ou était pas si bon ou si compétent que ça, qui devient manager. En mm. réalité, il a jamais appris ça. Et C'est c'est ça. juste que et c'est horrible parce que c'est ça dans plein d'entreprises. Et le, le manager qui n'est pas un manager, qui était juste un ancien tech, c'est malheureusement désastreux. Il ne sait pas gérer l'humain et il n'a jamais été formé pour ça. Et c'est triste. Ouais, Y a-t-il un pilote dans l'avion? c'est ça. C'est exactement ça. Quand tu structures ton management, il y a deux raisons. La première, c'est parce que tu es en train de scaler et que tu as besoin effectivement d'avoir un minimum de contrôle dans la fusée, elle est en train de partir. Et la deuxième, c'est la conséquence à moyen terme, hein, parce que tout ce qui monte finit de toute façon par retomber. Le business, c'est comme ça. C'est d'avoir effectivement des strates de management pour faire un peu comment dire, la couche d'isolation phonique entre le management pour qui tout va bien et en dessous, le mec arrête pas de se plaindre. Voilà, ça sert à ça et ça sert à contrôler petit à petit la descente. Ça dépend des structures. Il y a des boîtes, des très grosses boîtes où c'est très 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 lent. Tu te retrouves avec une couche managériale qui est nettement supérieure au nombre de salariés qui eux sont opérationnels. Voilà. Tu retrouves ça dans la santé, tu trouves ça partout. Bref, on va pas faire une digression là-dessus, mais tout ça, c'est la même chose. C'est Ouais, qu'en fait, et le truc, l'introduction de cette session, c'est ça, c'est est-ce que c'est véritablement important finalement pour un dev de connaître les design patterns? Et derrière cette question-là, qu'est-ce qui se cache? Et ce qui se cache, c'est une évolution naturelle parce qu'il commence à mettre un pied dans l'architecture. J'ai ouais. envie de dire, tout Ah, dépend du je suis profil. d'accord. Tout dépend du profil, tout dépend de sa perspective. Je pense, en toute honnêteté, que quand tu es développeur, si on t'explique dans ta première boîte que tu vas travailler 40 ans dans cette boîte-là et que tu vas faire le boulot de merde, ça, c'est l'époque de la perestroïka, c'est l'époque des soviets, hein. C'est fini, ça. Les gens aujourd'hui, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'avoir un peu de thunes, ils ont envie de voyager, ils ont envie de faire plein de trucs. Donc, ça passe forcément par un apprentissage, on va dire, complémentaire de ce que tu as pu apprendre dans tes études. Le problème étant aujourd'hui de trouver des sociétés dans lesquelles tu as des gens qui te garantissent effectivement ce chemin. Ils te disent, il faut faire ça, ça, tu as l'état d'esprit pour faire ça. Pour ça, il faut la connaissance, il faut l'expérience, il faut la maturité, donc l'ancienneté, la seniorité, pour être effectivement capable de projeter des profils et faire en sorte que du simple dev qui pisse du code, il devienne potentiellement un CTO ou quelque chose comme ça. Tout le monde n'a pas envie d'être CTO, encore une fois, c'est pas une finalité en soi, hein. Mais, euh, mais disons que entre pisser du code comme un couillon dans son coin et faire la même chose pendant 40 ans, réitérer avec les mêmes tests, le même langage et compagnie, et être un peu plus ouvert, parce que je pense que le point commun entre les profils dont tu parlais, que ce soit les chefs de projet, les CTO, les architectes, les engineering managers et compagnie, qui peut-être tous à la base étaient des développeurs, bah, c'est parce qu'à un moment donné, ces profils-là se sont dit putain, mais j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, quoi. J'ai Ouais, besoin de, on dit vulgairement, j'ai besoin de gagner un peu d'épaisseur. Ben, c'est gagner d'épaisseur pour être un peu plus, voilà, déjà pour avoir un peu plus chaud, hein, puis pour pouvoir affronter un peu la dure réalité à la fois du marché du travail et puis des projets en général. Donc moi, ça me paraît complètement logique, effectivement, qu'un développeur s'intéresse à l'architecture euh, et qu'il le fasse d'un point de vue software en commençant à s'intéresser à des design patterns, en s'intéressant à autre chose que le code en lui-même.
Il y a différents frameworks, ce qu'on disait la semaine dernière sur le C++, tout à fait adapté. Il faut s'intéresser à d'autres langages, parce Mm. que les langages viennent avec un usage, avec un besoin aussi, hein, c'est lié. Et puis voilà. Et puis après, il y a voilà, cette volonté naturelle d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après le code, où est-ce que ça tourne, qu'est-ce qu'on fait avec. Et là, on commence à toucher à des problématiques qui font que voilà. Plus on s'est familiarisé avec ça, plus on est en capacité de dire, si j'imagine que l'informatique, au sens large, c'est un cercle, je commence à m'approcher des 180 degrés, avec effectivement l'objectif de s'approcher des 360 degrés. Mais ce qui est assez, on va dire, déroutant pour beaucoup de développeurs, pour beaucoup d'ingénieurs de façon générale, c'est ce qu'ils comprennent pas, c'est que pour t'approcher des 360 degrés, passer de 270, on va commencer à faire du business. Parce que tu ne pourras pas être un bon architecte si tu n'as pas touché à des vraies problématiques de business. C'est tout. C'est tout. Sinon, tu restes dans la technique. Pourquoi on met telle base de données? Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est des choses pas compliquées. Tu vois. Tiens, là, ce serait bien de mettre un système de back-office. Tiens, là, ce serait bien de mettre un système de reporting. Tiens, là, on touche à des problématiques qui sont un peu, là, pour le coup techniques, mais qui sont, comment dire, qui sont beaucoup plus éloignées de la simple classe, du simple TDD et compagnie. Et puis, il y a cette expression voilà, du business par les équipes de business, par ce qu'on appelle les line of business. Quoi. On a un marché, on a voilà aujourd'hui d'un point de vue market, on pense se mettre là-dessus. Comment on fait? Tu prends ça, tu donnes à un dev, terminé. Mm. L'architecte, lui, va être en capacité de comprendre sur la base de son expérience, d'extrapoler un peu, de faire une espèce de corrélation. Il dit, bah, il faudrait qu'on développe ça. Je prends l'exemple tout con. Beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui continuent, parce qu'on a vu cet échange sur le C++, à développer des applications desktop. C'est bon, c'est mort. Alors, Ces boîtes-là vont de toute façon disparaître et elles seront invendables parce que il y a personne qui a cette ouverture d'esprit de se dire, il faut qu'on transforme ça en SaaS, à minima, ça parlera à tout le monde. D'un point de vue technique, il faut qu'on commence à monter une REST API. mm. Voilà. Tu te poseras pas la question si tu as l'habitude de coder toujours ton même truc en C++, parce que comme tu le disais la semaine dernière, c'est pas un langage qui, par nature, est ouvert à la notion de REST API. D'accord? Ah, pas Tu du prends les tout. mecs qui font du desktop, bah, pas du tout, oui, on a déjà eu cette discussion. On peut le faire, encore une fois, c'est comme avec Python, Oui, machin, tout ça, Django et compagnie, on peut faire, mais c'était pas fait pour à la base. Ne revenons pas sur le truc de la semaine ouais, ouais, dernière, mais tu comprends mon propos, c'est que vraiment. il y a un moment, il faut dans son staff avoir des profils qui sont plus, voilà, qui n'ont pas d'œillère, qui sont plus 360 degrés vision et qui ont effectivement cette capacité de Et transposer un existant et un besoin dans quelque chose qui existera encore dans le futur. il faut aussi que l'équipe au-dessus, c'est-à-dire l'équipe managériale, voire le CTO, soit ouvert à avoir des profils qui sont différents d'eux et qui ont les œillères ouvertes. Parce que Mhm, j'ai déjà rencontré effectivement des managers qui, dès que ça dérive de ce qu'ils maîtrisent, dès qu'on propose des choses qui ne sont pas dans leur champ de maîtrise, et bah c'est du rejet tout de suite et c'est compliqué à gérer ça. mhm. Confère ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Mm. le truc en filigrane depuis tout à l'heure, le management. Ouais. Le management. Le management est la capacité que certains managers ont à se sublimer en tant que leader et d'autres à être littéralement, je vais être clair, des vraies merdes, hein, Des petits qui chefs. sont Ouais. toxiques pour les autres et compagnie. Ouais, c'est fait. Ouais, ça marche. Mais écoute, je pense que c'est une bonne conclusion pour Sur le design pattern. et- On n'a sur, pas parlé des super design patterns, mais bon, non, non, blague à part, il y a tout un champ de possibilités avec les design patterns. Moi, j'invite franchement tes interlocuteurs à se pencher un peu là-dessus. Il y en a, on va dire, une bonne trentaine qui sont relativement minimalistes et qu'on voit énormément et qu'on voit de plus en plus dans des frameworks qu'on manipule. Je prends par exemple un truc tout con, c'est comme les singletons. Voilà, il y a plein de gens, c'est un singleton, à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour ça qu'ils arrivent à bien le faire? Des fois, ça dépend. Mais ça permet voilà de modéliser un peu son code et l'usage de son code dans quelque chose qui déjà d'un point de vue maintenabilité euh, voilà ça va assurer
comment dire, aux futurs développeurs sur un projet que il y a un schéma de pensée commun, qu'on parle bien de la même chose. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et puis, bah, notamment au niveau de la testabilité, c'est un truc qu'on voit assez peu souvent, mais le fait de designer son code en TDD avec des design patterns, c'est pas anodin non plus. Ouais, D'accord? Ça évite de faire des trucs dégueulasses. Ça permet de gérer des context and dependency injection de ouais. façon un peu plus fine et donc de moquer les trucs. Donc il y Bien a, il y sûr. a une logique. Non, non, il y a vraiment une logique. C'est pas outdated. C'est pas les vieux tontons qui faisaient du Java nous parlaient de ça à l'époque et puis maintenant, bah, la question à savoir, jeune interlocuteur, jeune auditeur entre guillemets, es-tu plus disposé à pisser du code pendant encore 10 ans ou es-tu plus enclin à essayer de comprendre comment tu peux optimiser tout ça et faire en sorte que ce que toi tu vas laisser aux autres, ce soit compréhensible, que ce soit maintenable. Parce que pour moi, j'ai pas eu le temps de le terminer tout à l'heure, mais moi c'est la plus grosse des frustrations, c'est de me dire, après ça dépend des contextes honnêtement. Il y a des trucs, tu m'as payé au lance-pierre, je fais des trucs au lance-pierre, t'as le prix que non mais je vais être clair, hein, t'as ce que t'as pour le prix de ce que t'as quoi, hein, ça c'est clair et net. Mais j'essaye quand même de me rapprocher d'un truc où je veux pas générer de frustration ou d'animosité à mon endroit en laissant un code qui est dégueulasse et qui est immaintenable. Et Dieu sait que j'en ai vu un paquet et que de temps en temps, pour reprendre ce qu'on disait notamment avec le JavaScript, putain, c'est pas compliqué quoi. C'est juste de temps en temps faire un constructeur, une petite classe, une interface, c'est quand même c'est bon hein. C'est bien de factoriser un peu son code quand même. Les mecs, ça mange pas de pain quoi. Mm. Donc tout ça a progressivement disparu. Ouais, Et la seule façon de pouvoir se réapproprier tout ça, c'est d'en parler, c'est de partager, c'est d'apprendre, puis c'est d'avoir des mentors. Voilà. Moi, je vois ça que comme ça, parce que de toute façon, si tu fais appel à ton management, si ton management n'est pas technique, ou alors qu'il pense être technique, et bah, voilà, t'es en delta plane, quoi. Hein. ouais, je suis bien d'accord. Écoute, je pense on va se caler un épisode sur le TDD. Pour terminer, il y aura une petite question dans le podcast Spotify que je vous laisserai répondre. Tu pourras peut-être me répondre en off. Je mettrai pas forcément ton avis directement sur cette discussion. C'est du coup le singleton. Est-ce que c'est un design pattern ou un design anti-pattern? Je pense que c'est un point qui est souvent soulevé. Du coup, je vous laisse répondre en discussion. En tout cas, je te remercie, Juju, Mm. pour ton temps. Et puis, on se fera sûrement un épisode sur TDD pour la prochaine fois. Ok, merci Allez. Jonathan. Ciao, ciao. Bye.